Salam tout le monde. Depuis que je parle de Bitcoin en m'adressant plus spécifiquement à une audience musulmane, il y a une question, ou plutôt une critique, qui revient très régulièrement. C'est toujours la même d'ailleurs. C'est Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. Très récemment encore, un abonné, et je le remercie, m'a posé cette question. Et d'ailleurs, vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre si possible. Donc pour cet abonné, j'ai essayé de lui répondre de la manière la plus claire possible. Bien sûr, dans le cadre limité d'un commentaire sous une vidéo YouTube. Il m'a remercié pour ma réponse, mais il m'a aussi dit qu'il n'était pas convaincu. Et en réalité, même s'il ne s'en rend peut-être pas compte, sa réaction est exactement la raison pour laquelle parler de valeur intrinsèque de Bitcoin a en réalité très peu de sens. Parce que pour réellement comprendre la valeur de Bitcoin, il faut commencer par quelque chose de beaucoup plus fondamental. Qu'est-ce que la valeur au juste? Parce que si vous ne savez pas définir ce que c'est que la valeur, alors vous ne pourrez jamais comprendre la valeur de Bitcoin. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons clarifier une bonne fois pour toutes la notion de valeur en économie. Puis nous parlerons du cas spécifique de Bitcoin, pour voir si oui ou non il est réellement possible de déterminer une valeur intrinsèque à Bitcoin, comme l'a demandé cet abonné en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez approfondir cette réflexion autour de la valeur en lien avec la monnaie, l'éthique et la vision musulmane de ces questions, alors j'ai écrit un livre qui s'intitule Bitcoin est-il obligatoire en islam? C'est un livre qui cherche à réfléchir en profondeur à ce qu'est réellement la monnaie aujourd'hui, mais il reste volontairement court et accessible. Il fait une soixantaine de pages, vous pouvez le lire en une après-midi, et puis surtout, il est entièrement gratuit. Je demande absolument rien en échange. Vous trouverez le lien en description pour le télécharger. Vous avez juste à cliquer dessus. Et donc, revenons à notre sujet. Quand on parle de valeur intrinsèque, on a souvent l'impression que c'est quelque chose d'évident, comme si certaines choses avaient une valeur naturelle et d'autres non. Comme si intuitivement on était capable de déterminer cette valeur sans difficulté. Mais en réalité, la notion de valeur est beaucoup plus complexe que ça. Cela fait des siècles que les économistes essaient de définir une notion de valeur générale, absolue, une manière de fixer la valeur des choses de façon objective, indiscutable. Et pourtant, ils n'y sont jamais parvenus. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie ici, c'est pas la question, on va essayer de simplifier au maximum. Et pour ça, on va raisonner à partir d'un exemple très simple. Imaginez une chaise. Une chaise tout à fait banale. Rien de spécial, juste une chaise ordinaire. Maintenant, je vous pose une question très simple. Quelle est sa valeur? Prenez un instant, réfléchissez-y sincèrement. Quelle est la valeur de cette chaise? En réalité, il y a de fortes chances que vos réponses soient très différentes. Certains d'entre vous ont probablement répondu avec un prix. Vous vous dites, cette chaise vaut 10 euros. D'autres ont plutôt dit 50 euros, d'autres encore 100 euros. Dans tous les cas, vous avez répondu en termes de prix. D'autres ont peut-être essayé de raisonner autrement. Vous avez pensé à son utilité. Vous vous êtes dit, elle permet de s'asseoir, elle est confortable, elle est solide, et vous avez essayé d'évaluer sa valeur à travers son usage. Et puis certains ont peut-être encore eu une autre approche. Vous avez réfléchi au travail nécessaire pour la produire, cette chaise. Le temps qu'il a fallu, le niveau de finition, les détails, l'effort nécessaire pour fabriquer cette chaise. Et vous avez essayé d'en déduire sa valeur à partir de ça. Ces trois manières de raisonner sont très différentes, mais surtout, elles sont très révélatrices. Elles montrent à quel point la notion de valeur intrinsèque est difficile à cerner. Si vous avez raisonné à partir du prix, alors il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le prix, ce n'est pas la valeur. Le prix, c'est une convention sociale, c'est un outil que nous utilisons pour faciliter les échanges. Il change en permanence, il dépend du marché, il dépend des circonstances. Sans prix, bien sûr, il serait très difficile de commercer. Mais le prix ne dit pas ce qu'une chose est réellement en termes de valeur. Qu'une chaise vaille 1 euro ou 1000 euros, ça ne change rien à sa nature de chaise, à son usage, à ce qu'elle permet de faire, à sa valeur intrinsèque, comme on le dit très souvent. Si maintenant vous avez essayé de définir sa valeur à travers son utilité, alors une autre question se pose. Avez-vous pris en compte tous les paramètres? Cette chaise est-elle aussi utile dans un salon ou qu'elle est utile dans un grenier? Est-elle aussi précieuse dans une salle d'attente que dans une pièce vide où personne ne vient jamais s'asseoir? Est-elle plus utile pour une personne âgée que pour quelqu'un en parfaite santé qui peut rester debout? Comment déterminer de manière absolue sa valeur d'usage? Comment dire, voici sa valeur définitive et absolue?
Et si vous avez essayé de raisonner à partir du travail nécessaire pour la produire, alors là aussi, plusieurs questions apparaissent. Avez-vous tout pris en compte? Peut-être estimez-vous qu'il faut 3 heures pour fabriquer cette chaise. Mais pour qui? Un artisan expérimenté, un débutant, une machine pourrait peut-être la produire en 1 heure. Un ouvrier sans expérience mettrait peut-être une journée entière. Est-ce que le travail d'un maître artisan a plus de valeur que celui d'un apprenti? Et si oui, pourquoi? On le voit bien, il est très difficile de définir instinctivement la valeur d'une chose. Et vous comprenez maintenant pourquoi les économistes butent sur ce problème depuis des siècles. Si vous avez raisonné à travers le prisme du travail, alors, sans même forcément le savoir, vous vous rapprochez d'une vision bien connue. C'est la vision de Karl Marx, avec sa valeur travail. Marx propose une idée relativement simple. La valeur d'un bien dépend du travail nécessaire pour la produire. Autrement dit, plus un objet demande du temps, de l'effort, du travail en gros, plus il a de la valeur. Sur le papier, ça peut sembler logique, mais en réalité, il est extrêmement limité. Par exemple, que se passe-t-il si un nouveau procédé permet de diviser par 2 le temps de fabrication? La chaise vaut-elle soudainement 2 fois moins? Et si un ouvrier met 10 heures à fabriquer cette chaise, là où un autre mettrait seulement 2 heures, est-ce que la chaise produite en 10 heures a plus de valeur? Il y a eu plus de travail dans cette chaise en réalité. Intuitivement, on voit que cette manière de réfléchir pose problème. Mais il y a encore plus fondamental. Imaginons que je passe 10 heures à fabriquer un objet, n'importe quoi. J'y mets du temps, de l'énergie, des efforts, énormément de travail. Mais au final, cet objet, personne n'en veut. Personne n'en a réellement besoin ni envie. Cet objet n'a aucune utilité pour les gens. Dans ce cas-là, il n'aura aucune valeur si personne ne veut me l'acheter. Peu importe le travail investi. Maintenant, si on applique ce raisonnement à Bitcoin, on pourrait être tenté de se concentrer sur un élément central, la preuve de travail, le proof of work, le minage de Bitcoin. Quand on dit que Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, en réalité, ce que beaucoup veulent dire par là, c'est autre chose. Ils veulent dire Bitcoin n'est pas tangible, il n'est pas physique. Ce n'est pas comme l'or que l'on peut toucher et tenir dans sa main. Mais en réalité, Bitcoin est tout sauf abstrait. Bitcoin est profondément ancré dans le réel. Parce que pour exister, il nécessite une infrastructure massive. Aujourd'hui, des milliers d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de travailleurs sont mobilisés partout dans le monde. Ils installent des machines, ils les maintiennent, ils les déplacent, souvent au plus près des sources d'énergie, parfois dans des zones isolées, parfois dans des conditions très difficiles. Tout ça pour faire fonctionner le réseau Bitcoin. C'est une industrie réelle, du travail réel, de l'énergie réelle. Donc, si on applique strictement les raisonnements de Karl Marx, la valeur travail, si on l'implique à la valeur de Bitcoin, alors là, la valeur de Bitcoin serait tout simplement immense. Mais comme on l'a vu, une valeur basée uniquement sur le travail n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin. D'autres économistes ont proposé une autre approche. La valeur dépend de la perception individuelle. Un objet vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'obtenir, tout simplement. Et ça change tout. Imaginez une situation suivante. Vous êtes chez vous, confortablement installé, et je vous propose un choix tout simple. Soit je vous donne une bouteille d'eau, soit je vous donne un lingot d'or. Dans ce contexte, évidemment, vous choisissez l'or, le lingot d'or. Maintenant, imaginons que vous êtes dans le désert. Plus d'eau, chaleur extrême, soleil qui frappe, et là, le même choix. Je vous propose encore une fois une bouteille d'eau et un lingot d'or. Et là, évidemment, assoiffé, vous choisissez l'eau. Pourquoi? Parce que la valeur dépend toujours du contexte. Elle est relative, elle est subjective. C'est la théorie de la subjectivité de la valeur. Et si on applique ça à Bitcoin, alors tout devient plus clair. Pour moi, Muslim Bitcoin, travailleur musulman de classe moyenne en Occident, Bitcoin a énormément de valeur. Pourquoi? Parce qu'il est unique. C'est un actif de souveraineté, c'est un actif de rareté. Et aujourd'hui, sans aucun autre véritable équivalent. Personnellement, Bitcoin est pour moi l'un des seuls moyens que j'ai trouvé pour protéger mon épargne en tant que musulman en Occident. Pour conserver de la valeur en toute liberté, sans dépendre d'un système bancaire et en restant aligné avec mes convictions. Mais maintenant, changeons de contexte. Prenons un Nigérian. Pour lui, Bitcoin est une nécessité, un moyen d'échapper à la dévaluation, de protéger son travail, de commercer librement. Pour lui, Bitcoin a une valeur immense. Prenons maintenant aussi un Vénézuélien. Pour lui aussi, Bitcoin peut être vital. C'est un moyen de fuir son pays devenu une dictature atroce, le Venezuela, avec son patrimoine. C'est un moyen de transporter son patrimoine, de le protéger à travers l'Amérique latine, même dans des conditions extrêmes. N'oublions pas que des Vénézuéliens ont été fouillés complètement mis à nu, déshabillés à la frontière colombienne, et pour essayer de voler tout ce qu'ils pouvaient avoir sur eux lorsqu'ils tentaient de quitter le Venezuela. Et Bitcoin a été pour eux le seul moyen d'emporter leurs économies sans se faire dépouiller à la frontière. Et donc pour tous ces gens-là, Bitcoin a une valeur
immense. Et puis à l'inverse, vous allez trouver que certaines autres personnes pensent que Bitcoin ne vaut rien, que c'est une arnaque, une pyramide de Ponzi qui finira par s'effondrer. Et c'est justement ça le point clé. La valeur de Bitcoin n'est pas absolue. Elle dépend de chacun, de son contexte, de ses besoins. Et toutes ces visions se rencontrent à un moment donné sur un marché. Un marché où certains achètent parce que pour eux, Bitcoin a énormément de valeur et où d'autres vendent parce que Bitcoin a perdu de la valeur à leurs yeux. Et le prix, ce n'est que le résultat de cette rencontre. Un équilibre temporaire entre différentes perceptions. Si Bitcoin vaut 70 000 dollars, ce n'est pas une vérité absolue. C'est un accord momentané entre ceux qui y croient et ceux qui en doutent. Et au fond, c'est exactement ce qui s'est joué dans cet échange que j'ai eu en commentaire avec mon frère Nabi. Quand il me demande sincèrement quelle est la valeur intrinsèque de Bitcoin, moi j'essaye de lui répondre avec des exemples. Je lui parle de son usage, je lui explique concrètement pourquoi, à mes yeux, Bitcoin est quelque chose d'extrêmement important. Au point où, personnellement, je considère qu'il pourrait valoir des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Et lui, il me répond qu'il n'est pas convaincu. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans son contexte à lui, avec sa compréhension à lui, avec son regard à lui, il attribue à Bitcoin une valeur beaucoup plus faible. Et aucun de nous deux n'est irrationnel dans cet échange. On a simplement deux perceptions différentes de la valeur. À ce stade, je sais qu'il y a de fortes chances que certains d'entre vous restent sur leur faim, et c'est normal. Parce que quand vous me posez cette question, quelle est la valeur intrinsèque de Bitcoin? Vous ne vous attendez pas forcément à ce que je vous réponde, bah ça dépend de chacun. Même si, encore une fois, c'est en réalité l'explication la plus honnête que je puisse vous donner. Ce que vous attendez plutôt en général, c'est autre chose. Vous attendez que je vous donne une réponse plus concrète, plus ancrée, plus objective. En réalité, quand vous posez cette question, ce que vous voulez vraiment savoir, c'est mais pourquoi toi, tu accordes autant de valeur à Bitcoin? Sur quoi est-ce que tu te bases concrètement? Qu'est-ce qui justifie dans ton raisonnement le fait de lui donner autant d'importance? Et donc ici, je vais répondre avec des éléments d'usage qui sont liés, selon moi, à l'utilité de Bitcoin, à ses caractéristiques uniques et très spécifiques qui, à mes yeux, lui donnent une valeur considérable. Bitcoin, à mes yeux, est le seul actif à la rareté absolue. Il est décentralisé, accessible à tous, sans aucune discrimination. C'est un système de paiement extrêmement efficace, rapide, peu coûteux, sans intermédiaire. C'est aussi aujourd'hui le réseau monétaire le plus sécurisé au monde. Et surtout, il permet quelque chose d'unique, la propriété réelle, sans dépendre de personne. Voilà, moi, ce que j'ai compris. Voilà ce que j'ai étudié à mon niveau. Je pourrais aller encore plus loin, mais l'essentiel est là. Vous pouvez être d'accord ou vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je viens de vous énumérer. C'est à vous maintenant de réfléchir et d'estimer la valeur que vous donnez à Bitcoin. En conclusion, la notion de valeur n'est pas évidente, elle est plus complexe. On a vu que la valeur par le travail n'est pas suffisante, que l'utilité va dépendre du contexte et que en réalité la valeur est en grande partie subjective. Tout dépend de la situation et de l'individu concerné, comme avec la bouteille d'eau et le lingot d'or dans le désert. Je vous ai expliqué pourquoi, selon moi, Bitcoin a une immense valeur. Mais maintenant, c'est à vous. C'est à vous de vous renseigner, c'est à vous de creuser et à vous de comprendre. Et surtout, à vous de décider, en toute liberté, quelle valeur vous accordez à Bitcoin. Je vous laisse sur ces réflexions et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.